Et jusqu'à 9h30, Europe Matin. Patrick Cohen. À la une ce matin, des troubles en Tunisie contre la vie chère. Un manifestant est mort, des policiers blessés. On compte des dizaines d'arrestations. Nous ferons le point. Les droits de l'homme en Chine, comment en parler ? En privé, affirme Emmanuel Macron sur place. Non, c'est publiquement qu'il faut aborder ce qui fâche, répond le dissident Weiwei. L'école, à l'heure des neurosciences, comment rendre les manuels plus efficaces ? Comment apprendre à apprendre ? Le ministre Jean-Michel Blanquer installe un conseil scientifique présidé par le professeur Stanislas Dehaene. Dans ce journal, des familles juives qui déménagent en région parisienne pour être plus tranquilles. Enquête de Jeanne Bergaoui sur l'alia intérieure. Le déficit extérieur français qui s'enfonce encore, nous dira Daniel Fortin. Et des paysans normands tout nus pour les besoins d'un film avec François Cluzet aujourd'hui sur les écrans. 8h15, le face-à-face de deux féminismes. Abnous Chalmani qui, dans une tribune choc signée par Catherine Deneuve, fustige le puritanisme et la haine des hommes après l'affaire Weinstein. Face à elle, Caroline Dehaas qui voit dans cet appel la défense du droit d'agresser sexuellement les femmes. 7 ans après la révolution de 2011, n'est pas la première vague de contestation sociale qui secoue la Tunisie, mais c'est l'une des plus sérieuses. Déjà 2 jours de troubles, Aude Vernuccio. Oui, ils sont plusieurs centaines à descendre dans les rues sous le slogan « La pauvreté et la faim ont augmenté ». Comme lundi, des échauffourées ont à nouveau éclaté à l'ouest de Tunis. Face aux jets de pierre, les forces de l'ordre ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Dans plusieurs villes du pays, Kasserine notamment, ces jeunes en majorité protestent contre la hausse de la TVA, des produits du quotidien qui asphyxie les classes moyennes et les plus pauvres, explique Enda Chenaoui, porte-parole d'un mouvement de contestation. On nous a dit, maintenant on commence l'austérité, une vraie austérité en fait, et c'est le plus pauvre, le citoyen pauvre qui paye le prix. C'est clair, aujourd'hui, ces affamés, ces pauvres, ils vont continuer à manifester dans la rue. Ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus aucune raison pour attendre encore plus. Et la situation prend de l'ampleur avec la mort lundi soir d'un manifestant, un chômeur de 45 ans, même si le gouvernement réfute ces accusations. À Sidi Bouzid aussi, des cortèges, là où en 2011 était né le printemps arabe, déjà sur fond de grogne sociale, après l'immolation d'un jeune vendeur ambulant. Aude Vernuccio, merci. Encore un drame en Méditerranée, une centaine de migrants portés disparus au large de la Libye, des familles qui avaient pris place sur un canot pneumatique. La marine libyenne a pu sauver 17 rescapés restés accrochés plusieurs heures à des morceaux de canot. Plus de 3000 migrants ont ainsi péri l'an dernier en tentant de gagner l'Europe. Les droits de l'homme en Chine, au dernier jour de sa visite, Emmanuel Macron explique qu'il ne veut pas donner de leçons aux autorités de Pékin, mais le dissident chinois Ai Weiwei, qui s'exprimait hier à Paris, ne s'est pas privé de donner, lui, une leçon à Emmanuel Macron. Et je crois que la raison est simple, c'est le business. Mais n'importe quel leader qui a un quelconque respect pour l'histoire humaine doit parler plus fort des droits de l'homme. Je ne crois pas aux entretiens privés. Un homme public doit toujours parler en public. Qui sait ce qu'ils se disent en privé ? Et peut-être que les Français s'en fichent désormais des droits de l'homme. Le dissident Ai Weiwei avec Diane Chenouda. William Galibert, vous suivez la visite présidentielle à Pékin pour Europe 1. Emmanuel Macron, sur le sujet, fait preuve d'une discrétion remarquée. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a un contraste frappant. Il y a à peine 5 jours, à l'Elysée, face à la presse et devant le Turc Erdogan, Emmanuel Macron avait mis les pieds dans le plat, répété que toutes les opinions devaient pouvoir s'exprimer. Tension extrême, quasi-incident. Eh bien, ici en Chine, disons que le ton est beaucoup plus feutré et la méthode est assumée par le président français. Je peux me faire plaisir et donner des leçons à la Chine en parlant à la presse française. Ça s'est beaucoup fait. Ça n'a aucun résultat. Et donc je préfère sur ce sujet favoriser des messages qui sont clairs et que j'ai eu tout à l'heure en présence du président, œuvrer dans un dialogue intime que nous avons ensemble et en respect, parce que je pense aussi que c'est plus efficace. Alors on n'entendra pas dans la bouche du chef de l'État les noms de ces artistes chinois ou militants tibétains emprisonnés ici pour avoir voulu exercer leur droit au libre arbitre, à la liberté d'expression. Les diplomates qui entourent Emmanuel Macron nous assurent qu'il a eu en privé avec Xi Jinping sa liberté de ton habituelle. On n'a aucun moyen de le vérifier, ni d'ailleurs d'aborder le sujet avec le président chinois, puisque la conférence de presse prévue ici hier soir
s'est transformé en simple déclaration. William Galibert à Pékin pour Europe 1. La France signe de grands contrats en Chine. Confirmation il y a quelques minutes d'une commande de 184 Airbus A320 pour livraison en 2019-2020. Mais pendant ce temps, son déficit commercial se creuse. On l'a appris hier. Daniel Fortin des Échos. L'année 2017 sera catastrophique. Oui, nous aurons importé environ 65 milliards d'euros de marchandises de plus que nous en aurons exporté. C'est un dérapage de 14 milliards par rapport à l'an dernier. Et on a beau vendre des Airbus en effet ou des usines de retraitement nucléaire, rien n'y fait. Le déficit commercial se creuse. Dans le même temps, l'Allemagne a annoncé hier un excédent de 227 milliards d'euros pour les 11 premiers mois de 2017. La comparaison est cruelle. Et il y a pire, Patrick, songez qu'à l'exception d'un rebond en 2010-2011, ça fait 13 ans maintenant que notre commerce extérieur contribue de façon négative à la croissance. Ce sera un demi-point en moins rien qu'en 2017, soit très exactement notre retard sur la moyenne de la zone euro. Mais pourquoi ne parvient-on pas à vaincre cette malédiction, Daniel ? Eh bien, on le sait, depuis longtemps, notre industrie souffre d'un problème d'offre et non pas de demande. Nos gammes de produits ne sont pas adaptées aux besoins des consommateurs, que ce soit les ménages ou les entreprises. Et quand l'économie repart en France, qui est le cas aujourd'hui, eh bien, ce sont nos fournisseurs étrangers qui en profitent le plus. C'est un cercle infernal et il faudra beaucoup d'investissements dans nos usines pour le briser. Daniel Fortin, merci. Une idée force à présent. Les neurosciences peuvent améliorer les méthodes d'apprentissage à l'école. Le ministre Jean-Michel Blanquer, qui y croit dur comme fer, installe aujourd'hui un conseil scientifique de l'éducation nationale avec une vingtaine de spécialistes de la pédagogie ou des sciences cognitives. Virginie Salmen. Pour commencer, les chercheurs vont expliquer les bases du fonctionnement du cerveau à tous les professeurs de France. Sans doute via un MOOC, un cours en vidéo sur Internet, parce que pour le neuroscientifique Stanislas Dehaene, il faut comprendre par quel mécanisme les élèves apprennent si on veut enseigner efficacement. Ce conseil aura aussi pour vocation de définir quels sont les outils pédagogiques les plus pertinents. Par exemple, quels sont les meilleurs manuels pour apprendre à lire ? Le sujet est très sensible. Le Figaro soulignait il y a quelques jours que le libre choix des manuels scolaires par le personnel enseignant n'a été remis en cause que sous Vichy. C'est dire le pavé dans la mare que jette Jean-Michel Blanquer. Et puis, le déroulé des cours, alterner des périodes de révision et des périodes de test pour vérifier. Un quart d'heure. En maths, en primaire, plus de jeux, des exercices ludiques qui donnent envie aux élèves de creuser, ou encore définir des techniques pour capter l'attention des élèves. Virginie Salmen, un mot de politique. Le député Olivier Faure, candidat à son tour pour diriger le Parti Socialiste, juste après l'annonce de Stéphane Le Foll. Hier, à noter que le premier était le directeur adjoint du cabinet de François Hollande à Solferino, quand le second en était le directeur tout court. Europe 1. Il est 8h08, Patrick Cohen. Porte de Vincennes, hier soir, une sobre cérémonie en présence du Premier ministre en hommage aux victimes de l'hypercachère 3 ans après la prise d'otages sanglante. Après cela, des milliers de familles juives avaient choisi de faire leur alia en Israël, d'aller vivre là-bas, mais d'autres ont choisi de changer d'adresse en région parisienne, de trouver un quartier réputé plus tranquille. Phénomène moins connu, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Jeanne Bergaoui. Bonjour. C'est ce que certains appellent l'alia intérieure des familles juives. Oui, et il y a 2 raisons principales à cette alia intérieure. D'abord, c'est souvent un compromis lorsque le déménagement en Israël n'est pas possible. Ensuite, c'est la plupart du temps à la suite d'un contexte de violence antisémite. Prenez Daniel, 17 ans, passé dans un pavillon à Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis. Au retour de vacances l'été dernier, la famille trouve une première lettre contenant une balle de Kalachnikov. S'en suivent d'autres courriers de menaces et des tags antisémites sur les murs de la maison. 3 mois plus tard, Daniel et sa famille avaient déménagé. Vous savez pas d'où ça peut venir ? On est tout le temps aux aguets, en train de surveiller la maison, se lever en pleine nuit dès qu'il y a du bruit dehors pour voir ce qui se passe. On est sur le qui-vive constamment, quoi. Quand on sort de la maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vous guette dehors, et c'est stressant. Donc nous, on ne se sentait pas protégés, donc on a préféré déménager. Cette famille n'est pas un cas isolé. Non, même s'il n'existe pas de statistiques officielles, c'est le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, une association communautaire qui recense 60 000 juifs d'Île-de-France qui ont déménagé ces 10 dernières années, ce que confirme Jérôme Fourquet de l'Institut IFOP, auteur d'un livre enquête sur l'antisémitisme en France. On constate des mouvements qui sont anormalement élevés et qui sont provoqués par cette montée de l'insécurité. Cette population qui représente moins d'1% de la population totale focalisait à elle seule à peu près la moitié des actes racistes qui avaient lieu en France.
Les familles quittent principalement la Seine-Saint-Denis. À la Courneuve, par exemple, on est passé de 300 familles à 80. À Tremblay ou Aulnay, les synagogues sont désertées. Et direction principalement l'ouest parisien. Oui, comme le 17e arrondissement qui accueillerait désormais l'une des plus grandes communautés juives de France. Il y a 10 ans, le quartier ne comptait que 2 restaurants cachers. Aujourd'hui, ils sont plus d'une trentaine, assure l'adjointe au maire Muriel Gordon-Chor. Très souvent, dès qu'il y a un local de libre, il est pris par des restaurants cachers. Très souvent. Les soirs de Shabbat, les gens se promènent en kippa. Ils se cachent pas, ils n'ont pas peur. Voilà, la peur n'existe pas ici. En fait, ces familles rejoignent souvent une communauté existante dans le 17e. Mais c'est vrai aussi à Sarcelles, surnommée la Petite Jérusalem, qui reçoit chaque mois plusieurs dizaines de demandes de relogement de familles juives. Jeanne Bergaoui, merci. L'enquête de 8h. Il n'y a pas que le 80 km/h sur les routes secondaires. Le plan du gouvernement sanctionne plus durement l'usage du portable. Vous le savez, permis suspendu s'il y a une autre infraction, une ligne blanche franchie ou un clignotant qui n'est pas mis. Réaction de quelques automobilistes recueillis par Martin Fenot. Le téléphone à la main, c'est dangereux quand on conduit. Maintenant, on évite quand même. Enfin bon, il suffit qu'il y ait un appel en urgence parce qu'on a rendez-vous à tel endroit. On va plutôt tendance à regarder. Ça va être de plus en plus compliqué de conduire. Ou on arrête le téléphone ou on arrête de conduire. Il va y avoir plein de gens qui n'auront plus de permis. Je touche tout le temps le téléphone. C'est pas dangereux, la voiture elle est automatique. Je suis pas du tout content moi. C'est trop de répression. Moi je trouve ça bien. Parce qu'il y a trop de gens qui respectent pas le code de la route. Ils sont au téléphone en train d'appeler et on les voit qui regardent ni à droite ni à gauche en train de percuter limite les scooters. Donc ils savent pas conduire avec le téléphone quoi. Reportage de Martin Fenot. Au cinéma aujourd'hui, le nouveau film de Philippe Leguet, le réalisateur des Femmes du 6e étage. Normandie nue, c'est le titre, a pour cadre une commune du Perche qui se bat pour sa survie avec un maire, François Cluzet, qui va proposer à ses administrés de poser entièrement nus. Acteurs amateurs rencontrés sur place au Mel-sur-Sarthe par François Coulon. Au moment du casting, tout le monde paysan du Mel-sur-Sarthe s'est précipité pour être comédien ou figurant, le rêve. Et puis des semaines se sont écoulées et ça a commencé à les travailler sérieusement, surtout lorsque le maire, François Cluzet, a rappelé l'objectif. On va se mettre tout nu sur un champ. Tout le village, tout nu. Pour de vrai, une trentaine d'agriculteurs ont passé une journée à multiplier les scènes dans le plus simple appareil Didier Roguet. C'était pas la nudité pour montrer notre corps, parce que je crois que je l'aurais pas montré, j'ai pas des formes à ce point-là, je pourrais pas aller dans Playboy, moi. L'idée de la nudité, c'était vraiment qu'on est nu face à la crise, face à nos problèmes, des fois face à nos fournisseurs. Ça n'a pas été facile, il y avait une angoisse le matin, il faut baisser le pantalon et enlever le slip. Il y a des gens qu'on connaît, la voisine, etc. C'est pas facile, mais c'était nu pour exprimer notre désarroi, la misère du paysan. Pour une bonne cause, quoi. Je pense que demain, si on se met tous nus, ça va changer la face du monde, quoi. Et c'est du réel. Didier Roguet, producteur de lait, se dit aujourd'hui professionnellement au bord du désespoir. Il est prêt à se mettre à nouveau à nu pour sauver son exploitation. Le Mel-sur-Sarthe, François Coulon, Europe 1. Voilà pour le journal Europe 1.